Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Près de 10 ans après sa mort, on va revenir ce soir sur le parcours d'une figure de la politique belge, laïque et humaniste convaincu, Roger Lallemand. Pour la plupart, Roger Lallemand est le père de la loi sur la dépénalisation partielle de l'avortement en Belgique, mais on va le voir avec notre invité, Roger Lallemand a mené bien d'autres combats. Sénateur socialiste, il était également avocat, passionné d'art et de philosophie. Il a été l'ami de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Régis Debray, d'Alain Badiou, mais aussi, peut-être plus improbable, de Guy Verhofstadt et du chanoine de Lockt. Il a vécu 1000 vies et on va essayer d'en détailler quelques-unes dans l'émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Bonsoir Pierre Van den Huggen. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'ULB à l'Ansaf-la-Cambre et président de la Fondation Henri Lafontaine. Et vous venez de publier Roger Lallemand, La liberté en chemin aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré dans le parcours de Roger Lallemand ? Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de vous plonger dans les archives et de réaliser cette biographie ? En fait, ça fait quelques années que j'ai décidé d'écrire peut-être à contre-courant des temps présents, c'est-à-dire de m'intéresser à des personnalités progressistes. J'avais publié justement une biographie sur Henri Lafontaine, et ici Roger Lallemand m'a intéressé dans la mesure où, bien sûr, il est ce que vous avez rappelé, et c'est son combat qui l'a fait connaître, je pense, en Belgique de manière générale, mais c'est un parcours aussi qui, et c'est comme ça que moi que j'aime les biographies, à travers la personnalité d'un humain, c'est de voir, disons, des groupes, des milieux qui se sont construits. Et en l'occurrence, voilà quelqu'un qui naît au début des années 1930, et lorsqu'il arrive d'abord à l'adolescence puis dans le jeune âge, c'est l'idée de changer le monde effectivement et d'avoir un regard universel et progressiste. À gauche, il est au Parti Socialiste, c'est certain, mais non communiste. Et c'est cette idée, des gens de sa génération ont eu cette idée-là, c'est de penser pouvoir changer le monde. Oui, et c'est vrai que rien ne le prédestinait finalement à cette carrière politique, et cette carrière d'avocat aussi. Il vient d'une famille plutôt modeste, il est né à Quevaucamp dans le Hainaut. Son père est forgeron, plombier zingueur, sa mère elle tient une quincaillerie. Et c'est son passage à l'ULB, à l'université, qui va vraiment lui ouvrir des voies et être un parcours, un moment émancipateur. Oui, parce qu'en fait, il y a un mot-clé qui est celui qui traverse toute sa vie, c'est le libre examen, qui est donc vraiment ce qui définit l'Université libre de Bruxelles, c'est-à-dire d'avancer et de questionner les problématiques sans jamais avoir recours au dogme ou à la morale. Et en fait, quand lui découvre ça, lui qui est passionné de littérature, de philosophie, mais qui va faire son droit, eh bien, c'est, je pense, il l'a dit à plusieurs reprises, l'héritage le plus durable qui a marqué tout son parcours, tout aussi bien son parcours d'avocat que son parcours en politique. C'est-à-dire de toujours prendre un combat ou une problématique sous l'angle donc de l'analyse et de ne pas tâcher d'y apporter une réponse marquée par une morale, quelle qu'elle soit, puisque, comme on sait, la morale est toujours celle des autres. Tandis que, ici, le libre examen, c'est d'analyser une problématique. Et jusque vraiment dans le moindre détail, c'est un fait. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont bien dit que l'Allemand, quand il analysait un dossier, il fallait en voir tous les éléments et tâcher de comprendre aussi l'argumentaire de l'adversaire. Oui, et c'est vrai que vous le dites, il y a vraiment deux constantes qui traversent la vie de Roger Lallemand. Cette fidélité au libre examen que vous venez d'expliquer et son attachement viscéral, ce sont vos mots, au socialisme. Donc cet attachement viscéral, il se matérialisait comment et comment il a guidé aussi ses choix ? Disons qu'il y a cette idée, il est attaché à ce qu'on va appeler une démocratie libérale, donc les libertés politiques, mais il estime qu'il n'y a pas non plus de démocratie complète sans une démocratie sociale. Et comme c'est un passionné d'art, il écrivait d'ailleurs des poèmes lui-même, il estime également qu'il faut nourrir l'homme, bien entendu, mais aussi le nourrir intellectuellement. Donc c'est d'arriver à avoir une société éveillée, en quelque sorte, une société où les unes et les uns sont vraiment citoyens
et en conscience, si je puis dire. Mmh. Et alors, du coup, à l'université, c'est, on l'a dit, un moment émancipateur pour lui. Il va faire partie du Cercle du Libre Examen. Il va être président du Cercle du Libre Examen. Il va du coup inviter toute une série de conférenciers, et notamment Sartre. On l'a dit, en fait, cette première invitation va donner lieu à une amitié avec Sartre et Simone de Beauvoir. En fait, c'est le deuxième élément qui marque sa jeunesse, c'est-à-dire, et c'est pour ça d'où le sous-titre du livre, puisque c'est les chemins de la liberté de Sartre, c'est la liberté en chemin, c'est que l'Allemand est, dans son jeune âge, profondément sartrien. Donc il estime qu'il faut, et c'est l'existentialisme en fait qui le séduit. Il découvre Sartre aussi par une amitié de jeunesse qui était le professeur de philosophie Pierre Verstraeten, qui lui-même a collaboré avec Sartre pendant des années. Et donc il est marqué par l'action, l'œuvre du philosophe, c'est certain, mais peut-être plus encore par son action, c'est-à-dire son anticolonialisme, sa critique de la bourgeoisie, même si l'Allemand est moins radical dans cette critique que Sartre. Et donc, il est marqué par Sartre, il est marqué par la personnalité de Simone de Beauvoir aussi. Et donc, oui, pendant plusieurs années, voilà que il va le lire, il va le rencontrer, il va l'inviter à plusieurs reprises, effectivement, comme il a invité en Belgique Simone de Beauvoir. Et alors, c'est via Sartre notamment qu'il va ensuite rencontrer Régis Debray, et il va être amené à défendre Régis Debray. Alors, en octobre 2016, lorsque Roger Lallemand est décédé, on avait eu l'occasion de rencontrer Régis Debray, qui nous avait dit un petit mot sur sa rencontre avec Roger Lallemand et l'amitié qui les liait. Mais peut-être avant de l'entendre, on va le réécouter, mais avant de l'entendre, est-ce que vous pourriez nous recontextualiser un petit peu justement la rencontre entre Régis Debray et Roger Lallemand, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet épisode historique? Ça a été une amitié, de toute façon, de toute une vie. Debray est le préfacier, d'ailleurs, du Songe du politique, un livre d'articles, d'échanges avec Jacques Secher, d'ailleurs, que Lallemand avait publié en 2000. Et c'est vrai que, voilà que Roger Lallemand, avocat, est envoyé notamment par la Ligue des droits humains pour défendre Debray, qui a été arrêté alors que il est entré en guérilla, parce qu'à cette époque, Régis Debray, à nouveau, vous voyez, c'est mêler la pensée et l'action, estime que il est proche de Cuba, il va combattre avec le Che. Bon. Lorsqu'il est arrêté, il est incarcéré à Camiri, et c'est vrai que l'Allemand est désigné, il ne pourra pas le faire finalement, mais il est désigné pour tâcher de le défendre. Et à partir de là, ils vont se rester fidèles, se rencontrer souvent, ils ont plein de passions communes. Donc à cette époque-là, effectivement, ils sont favorables à la révolution cubaine, ils en seront très déçus par la suite, évidemment. Et avec l'évolution des années, Régis Debray ira plutôt vers une espèce de gaullisme de gauche, comme il se définit parfois, tandis que l'Allemand va rester socialiste. Mais leur point commun, c'est d'avoir pensé que les luttes libératrices, donc vraiment leur anticolonialisme, pourraient aboutir à une espèce de démocratie à l'échelle de la planète, en fait, en donnant une indépendance certes politique, mais aussi économique aux anciens pays colonisés ou soumis aux divers impérialismes. On va écouter Régis Debray, qu'on avait rencontré en octobre 2016. J'ai été secouru, protégé et défendu par Roger Lallemand en Bolivie en 1967, lorsque j'ai été détenu. Je ne le connaissais pas auparavant. Donc j'ai pour lui une très grande reconnaissance, parce qu'il joignait des choses qui sont parfois séparées, telles que la générosité, l'intelligence, l'audace, qui sont trois vertus pas toujours combinées, et lui les réunissait en sa personne. Donc j'ai d'abord un sentiment de gratitude, et ensuite j'ai eu un sentiment de grande estime quand j'ai découvert les arrière-plans, disons, de sa personnalité, qui était beaucoup plus complexe que celle d'un avocat, puisque c'était à la fois un laïc, bien entendu,
mais aussi un grand lettré, un grand avocat, et puis il est devenu une sorte de pont entre la France et la Belgique, notamment il a beaucoup œuvré pour la francophonie internationale. Donc pour moi, Roger incarne une période de l'histoire de l'Europe qui est sans doute close, une période où l'on pouvait combiner à la fois la culture et la politique, disons, c'est-à-dire le goût, car c'était un homme de goût, et un homme de lettres, et la lutte pour la justice, qui impliquait parfois des combats, des batailles, des antagonismes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, je dirais, une envergure historique. Je ne veux pas être grandiloquent, mais vraiment pour moi c'est le symbole d'une période de la vie de l'esprit et de la vie de l'Europe que je regrette déjà, voyez-vous. Alors vous dites effectivement un homme qui avait plusieurs facettes et des facettes assez exceptionnelles. Vous l'avez dit, vous l'avez rencontré dans les années 60. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur la manière dont il est venu vous secourir, comme vous le dites, en 67 en Bolivie? Je crois qu'il a été choisi par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui étaient déjà en rapport avec lui. Et comme me le rappelait tout à l'heure Jean-Paul Barras, je crois que dans l'idée de Sartre, il était bon que ce ne soit pas un avocat français, n'est-ce pas, pour enlever un peu tout côté, disons, nationaliste, et pour internationaliser le problème, si vous voulez. Et donc, en fonction, en rapport avec ses amitiés intellectuelles qu'il avait déjà à l'époque, et puis aussi son engagement politique. Et en fait, en Bolivie, à vrai dire, je n'ai pu parler avec lui qu'à travers un grillage. Mais c'est ensuite, en revenant en France, bien sûr, que nous avons très souvent échangé, malgré quelques différends d'ordre littéraire. On était à peu près sur la même longueur d'onde sur le reste, voilà. Oui, donc c'est une belle amitié qui s'est prolongée après cet événement. Tout à fait, et c'était un de mes 3 ou 4 amis belges sur lesquels j'ai toujours compté et à travers lesquels je regarde encore la Belgique. Pierre Van den Huggen, peut-être une petite réaction par rapport à ce que Régis Debray nous disait. Oui, tout à fait. Cette amitié s'est poursuivie. Donc, je dis avec les années, donc c'est la déception pour l'un et pour l'autre, je dirais des idéaux qui avaient connu leur apogée avec la conférence de la tricontinentale, c'est-à-dire cet espoir d'une unité des peuples soumis aux impérialismes. Et il a cité plusieurs fois l'Europe, c'est très important. Je crois qu'effectivement, par la suite, Roger Lallemand a continué un engagement progressiste qui est de 2 angles. C'est la lutte en faveur des droits humains et la construction d'une Europe. Une Europe à nouveau libérale mais aussi sociale, c'est-à-dire qui tiendrait compte des principales revendications du programme socialiste, enfin social-démocrate en tout cas. Là, sur ce point, parfois ils ont divergé, puisque Régis Debray est plus retourné, je dirais, vers l'idée, comme il en a écrit un beau livre, L'éloge des frontières. Mmh. Et en même temps, Roger Lallemand n'était pas vraiment révolutionnaire. Vous parlez dans le livre de ses rapports à l'extrême gauche, oui. Notamment avec une défense idéologique, mais pas dans la violence, etc. Non, alors il n'a jamais été communiste, il était anti-stalinien, mais il faut se rappeler que cette génération-là a une forte admiration pour le parti des fusillés, etc., c'est-à-dire la participation des communistes à partir de 1941 à la résistance. Et puis parce qu'il y avait un fond, bien sûr, toujours, même chez les sociodémocrates, un fond anti-états-unien. Ça c'est indéniable. Et tout en n'étant pas communiste, tout de même,
l'espoir à moitié caché de dire qu'il y a peut-être une autre voie que le capitalisme. Bon, évidemment, tout ça s'écroule avec la chute du mur, mais très clairement, du point de vue de Roger Lallemand, l'absence de liberté dans l'Empire soviétique fait que c'est tout à fait infréquentable. Mais à l'ULB, où il y a des étudiants communistes, l'allemand est proche d'eux sur différents combats, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les combats antifascistes. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que Roger Lallemand, on le voit, il a eu 1000 vies, et c'est vrai que un des combats pour lequel il est vraiment le plus connu en Belgique, c'est celui pour la dépénalisation partielle de l'avortement. Donc en 1990, il est le co-auteur avec la signatrice libérale flamande Luciane Herman Mikkelsen de la loi qui dépénalise donc partiellement l'avortement. Alors c'est un combat qu'il a porté à bout de bras, mais on voit aussi dans le livre que c'est un combat auquel il est arrivé pas nécessairement parce que c'était un militant féministe pour la liberté de choix des femmes, mais il est plutôt arrivé à ce combat par la voie judiciaire, parce qu'il défendait Willy Peers. Absolument. Donc, deux choses. D'abord, et je le dis bien dans la biographie, le combat en faveur de la dépénalisation est d'abord porté par des associations féministes et féminines. C'est entendu, il ne faudrait quand même pas qu'il y ait une espèce de captation d'héritage du combat. Là où il est très important, effectivement, c'est qu'il mène le chemin dans les tribunaux, d'une part, et d'autre part, effectivement, au Sénat. Et c'est vrai qu'il rencontre Willy Peers. Voilà l'exemple de quelqu'un qu'il admire. Un communiste, un médecin totalement désintéressé. Moi, j'étais frappé quand j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont connu. On a un peu l'impression qu'ils ont fréquenté un saint laïc, si vous voulez. Bon. Et ce Willy Peers est effectivement arrêté et détenu plus d'une 30aine de jours de manière préventive. Et ses avocats, Roger Lallemand, Pierre Legros, tout au début, l'extraordinaire Jean Fontaine, communiste aussi d'ailleurs, enfin un communiste pas comme il y en a plein d'ailleurs, qui ne correspond pas toujours à tout ce qui doit être bien pensé chez les communistes. Et donc effectivement, l'Allemand estime qu'il y a là d'abord une question de justice, parce que ce dont il est convaincu toute sa vie, c'est de l'égalité totale en droit entre les hommes et les femmes. Et surtout, il constate, et là c'est un regard social aussi, que les femmes les plus aisées peuvent déjà, avec des limites, mais aller à l'étranger pour se faire avorter. Tandis que, et le courrier qu'il va dépouiller avec Pierre Legros en atteste, parce que il reçoit un grand nombre de lettres de femmes. On l'on voit dans le style, dans l'écriture, c'est souvent de milieu populaire. Ces femmes de milieu populaire sont totalement délaissées, alors qu'en plus d'être mises enceintes, il y a, il faut le rappeler, là nous sommes donc en 1973-1974, il y a encore très très peu de moyens de contraception. Et donc tout cela additionné fait qu'il y a un grand nombre de drames aussi, c'est-à-dire des femmes qui décèdent parce que se pratique un grand nombre d'avortements clandestins. Et donc à ce moment-là, c'est un combat fondamental qui va être mené longtemps, et observons-le en parallèle lorsqu'il arrive en 1979 au Sénat. Donc il poursuit le combat et il y a effectivement face avec lui une sénatrice libérale flamande qui aura un énorme courage, puisque dans son parti, la défense de cette thèse est vraiment pas répandue. Mais lorsque ça aboutit, c'est effectivement très important dans un contexte international plutôt favorable à la dépénalisation à l'époque, que ce soit aux États-Unis ou en France, évidemment. Oui, donc avec ce combat pour la dépénalisation partielle de l'avortement, il va poursuivre sur d'autres combats éthiques. On sait qu'il a il a joué un rôle important aussi sur la dépénalisation, enfin sur le droit de mourir dans la dignité, exactement, donc sur le droit à l'euthanasie en Belgique. Donc c'est des combats qu'il a poursuivis, en tout cas pour cette liberté et cette égalité entre toutes et tous. Égalité entre toutes et tous qui le fait également défendre sans du tout l'apprécier, la pornographie, qui le fait également défendre pour aider les drogués l'usage de la méthadone. C'est-à-dire que, à nouveau, c'est se départir de la morale. Car il faut bien le reconnaître, jusque dans les années 1990, il y a vraiment dans l'expression du droit belge, ou par un certain nombre de magistrats, vraiment une morale chrétienne et catholique qui domine et qui finalement, du point de vue de l'allemand, pollue le droit, dans la mesure où il a également défendu le professeur Vincino, qui a passé lui aussi beaucoup de jours en prison
en gros, pour beaucoup de magistrats, parce qu'il était homosexuel. Et l'idée est de dire que l'on apprécie ou pas la pornographie, que l'on apprécie ou pas les homosexuels, c'est un droit, et que empêcher l'expression d'un choix de sexualité, empêcher l'usage de la méthadone si on est drogué, qu'on est en manque et que c'est une manière aussi de se soigner, c'est en fait faire parler la morale et empêcher le droit. Et empêcher le droit, c'est contrevenir à l'état du même nom, l'état de droit, et renverser finalement l'idéal démocratique. Ça, c'est vraiment l'idéal de Roger Lallemand. Donc cette biographie, c'est une façon évidemment de continuer à le faire connaître par des plus jeunes générations aussi, de perpétuer sa mémoire. On sait qu'il y a une rue à Ixelles qui porte son nom également, il y a une école à Saint-Gilles qui porte son nom. Comment son parcours peut justement nous inspirer aujourd'hui ? Justement, c'est cette idée d'avoir une pratique de la politique qui serait un peu moins émotive, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion, la nécessité qu'ont peut-être trop aujourd'hui les politiques d'hyper-réagir, et notamment par le biais des réseaux, et de se départir finalement du temps de la réflexion qui est nécessaire à la construction d'un véritable programme. On a parfois l'impression qu'un grand nombre de politiques pensent uniquement à gagner, c'est-à-dire à être des bons combattants lors de combats électoraux qui se passent dans le cadre des élections. Mais finalement, la politique, c'est autre chose. C'est aussi un programme qui, dans le cas de Roger Lallemand, comprend bien qu'il doit être pragmatique, c'est-à-dire c'est la négociation avec le partenaire de coalition, mais c'est tout de même une ambition qui fait qu'il faut se tenir à ce programme, et il connaît déjà cette évolution. Il est notamment témoin de l'atroce affaire effectivement de Julie et Mélissa. Il est tout à fait conscient qu'il faut, comme on a dit, humaniser la justice, mais pour le dire simplement, il craint la logique des tribunaux populaires. Et donc, de ce point de vue, il a un regard où il estime que les hommes et les femmes politiques doivent plutôt apaiser l'opinion par des solutions construites et avec une logique concrète, plutôt que, je dirais, d'aboyer avec la meute. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il est présenté dans votre livre ou dans ce qu'on peut lire sur lui. Effectivement, il est un peu une figure de sage, comme ça, quelqu'un de respecté, de reconnu, et qui avait des amitiés aussi au-delà des idéologies politiques. Alors, déjà, la préface du livre, de votre biographie, Pierre Van den Duggen, elle est signée par Guy Verhofstadt, qui était donc ami, en fait, avec Roger Lallemand, alors qu'ils avaient des convictions politiques différentes. Oui. Et Guy Verhofstadt écrit dans cette préface qu'il y a vraiment une phrase de Roger Lallemand qui l'a marqué et qui l'a accompagné dans son parcours, et cette phrase c'est « La politique ne se réduit pas à la gestion de la société, elle est une morale de la responsabilité et de la solidarité, une éthique de la générosité ». C'est un peu une manière de la faire de la politique comme il n'y en existe plus beaucoup aujourd'hui. Non, de toute façon je n'ai aucune autorité pour parler de ceci, mais je dirais que en fait, s'il est allé au-delà des amitiés au sein de son parti, il y a quand même un point commun avec tous les amis qu'il a, c'est qu'il y a l'idée de progrès, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'amis qui étaient, je dirais, encore une fois, c'est le principe du livre examen, oui. D'amis qui auraient été des hommes à dogme, ou des femmes à dogme. Et donc, il pouvait fréquenter des gens progressistes, c'est-à-dire tant dans la démocratie chrétienne que chez les libéraux, si chacun et chacune avait le progrès, effectivement, enfin le projet, c'est un lapsus intéressant, le projet d'améliorer la société civile, et donc une idée de progrès. Et c'est ce qu'il remarque à partir des années 1990, et qui, soyons clairs, le déprime profondément, c'est que l'absence d'un projet commun, qu'il s'agisse dans sa jeunesse de l'universalisme, que ce soit le projet européen, de son point de vue, fait renaître deux idéologies qu'il considère comme mortifères, c'est-à-dire le nationalisme et le fondamentalisme religieux qui, tout en se haïssant, fonctionnent finalement sur les mêmes haines.
notamment la haine des droits des femmes, la haine des progrès, c'est-à-dire aussi des réflexions sur les évolutions qu'on peut faire connaître à la société. Et donc ça, oui, c'est le point commun. Et toute personne, même qui ne partage pas son idéal politique, mais qui est consciente qu'il est nécessaire, quand on fait de la politique, de faire avancer la société, eh bien, peut avoir son estime, sinon son amitié. Oui, et d'ailleurs, j'imagine que c'est ce qui peut expliquer aussi son amitié avec le chanoine de Locke, qui a aussi défendu le droit à l'avortement pour les femmes. Oui, et ça lui a coûté très cher, oui, parce que en fait, ça a vraiment arrêté sa carrière au sein de l'Université catholique de Louvain, tandis que ça l'a éloigné. Il était très sévèrement puni par le Vatican, le chanoine de Locke, parce que le parcours de cet homme a été, pour Roger Lallemand, sans excès, je peux dire une forme d'exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans son milieu, en créant en fait des espèces de plannings familiaux très très tôt, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter au dogme, au principe de dire voilà, l'avortement est rigoureusement interdit, on ne peut rien faire, parce qu'il voyait concrètement des femmes et des couples en détresse profonde. Et ce que l'Allemand a admiré chez lui, c'est que il s'est opposé justement au dogme de son milieu. Il a aussi, grâce à Delocht, un peu révisé son anticléricalisme primaire des jeunes années à l'ULB, en constatant qu'il avait tout un monde chrétien qui était justement ouvert au progrès et ouvert au dialogue, à la rencontre de l'autre. Alors, il y a évidemment plein de choses qu'on pourra encore détailler, et je vais surtout inviter les auditrices et auditeurs à se plonger dans la biographie que vous venez de publier de Roger Lallemand. Donc, Roger Lallemand, La liberté en chemin, publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. On pourrait parler de son amour pour l'art, pour la poésie notamment. Mais j'ai peut-être envie juste de terminer sur la question de la laïcité aussi, parce que il était athée, il était laïque, il était franc-maçon, mais c'est vrai qu'il a œuvré aussi pour la reconnaissance de la laïcité. Quel était peut-être son rapport, vous l'avez dit, il a évolué sur sa manière de penser vis-à-vis du monde catholique, mais quel était son rapport peut-être avec la laïcité? C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un idéal et en même temps quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire que telle que la laïcité était son idée en fait face aux différentes religions, et lorsqu'il commence ses combats, c'est essentiellement la religion catholique. Après, évidemment, ça s'ouvre en quelque sorte. C'est de faire effectivement reconnaître tous les fonctionnaires de la laïcité, si on veut, tous ceux qui peuvent en fait soutenir, aider, accueillir le peuple de ceux qui ne croient pas. Et pour lui, il était donc tout à fait logique et légitime de faire cette reconnaissance. C'est un long combat, il n'est pas le seul à s'y être engagé, mais disons qu'il est une personne référence qui a souvent été très utile effectivement au CAL, notamment pour le défendre dans différents combats, et réciproquement. Le CAL s'est engagé aussi dans ces combats, notamment sur la dépénalisation de l'avortement. Et donc c'est cette logique-là, c'est cette logique de dire il y a tout un monde qui ne se reconnaît pas dans les dogmes, et dans les morales religieuses. La communauté dont il se sent le plus proche finalement, à côté des laïcs, c'est la communauté juive, pour plein de raisons, y compris notamment personnelles. Parce que son épouse était juive. Mais son choix va quand même plutôt vers les laïcs juifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir cette double culture, si on veut, mais qui ne se réfèrent pas au dogme ou à la morale des religions. Donc on invite vraiment nos auditrices et auditeurs à se plonger dans ce livre qui est très riche. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses et qui est en même temps très accessible à toutes et tous. Donc c'est Roger Lallemand, La liberté en chemin. Vous serez notamment à la Foire du Livre le 30 mars. Le 29. Le 29, pardon. Oui, le 30 mars c'est au Sénat. Oui, mais là c'est vraiment sur invitation parce qu'on ne rentre pas comme on veut. Oui. Alors du coup le 29, on va inviter tout le monde plutôt à la Foire du Livre. Donc pour une présentation du livre, et puis il se trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. Et comment c'est arrivé, effectivement. Donc publié par la Fondation Henri Lafontaine. Merci beaucoup, Pierre Van Den Hughen. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.